Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Si devenir un investisseur immobilier, développeur immobilier à succès, ou plutôt à un très haut niveau, si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu partes de $0, que tu partes de aucune propriété, que tu sois au niveau intermédiaire ou même avancé, que tu n'aies aucun immeuble ou que tu as plusieurs propriétés, regarde, j'ai un invité avec une histoire extrêmement inspirante que vous connaissez tous. Et je vous suggère de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-là pour bénéficier de toutes les pépites d'or que mon invité va vous partager. Mais juste avant de vous dévoiler c'est qui, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador. On partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business mindset et aussi bien évidemment sur ma chaîne, on parle de cash, on parle de rendement, on parle de placement, on parle d'investissement, on parle de cash flow, on parle d'enrichissement, d'indépendance financière, de millions de dollars. Alors, si ce sont des sujets, des choses qui t'intéressent, qui t'interpellent, qui viennent te chercher à l'intérieur, regarde, c'est vraiment simple. Abonne-toi, inscris-toi à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, je reçois un invité que j'aurais jamais pensé que j'aurais pu recevoir de sitôt. Il est vraiment connu dans le monde de l'investissement immobilier au Québec. Il a accompli de grandes choses. Il a un collège qui se spécialise dans l'ingénierie financière, ou plutôt qui vulgarise la sophistication en investissement immobilier. Il a aidé plusieurs personnes à exploser, à bâtir des parcs immobiliers et à devenir développeurs immobiliers comme lui. Regardez. Encore une fois, restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce que, wow, même moi, j'étais inspiré, motivé à juste exécuter puis à bâtir des projets dès maintenant. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christopher Salador, courtier immobilier d'expérience. Ça fait depuis 2010 que je suis dans le domaine du courtage immobilier où est-ce que j'ai aidé une panoplie de clients, que ce soit pour vendre, acheter, mais surtout mon petit dada, investir en immobilier, à se partir dans l'immobilier, à se bâtir des parcs immobiliers. Donc, regardez, si jamais vous avez un projet ou quoi que ce soit, je vous invite à me contacter. En passant, je me cherche des partenaires. J'aimerais ça avoir des gens avec qui pouvoir faire des projets, avec qui avancer, créer, justement, faire des choses vraiment incroyables. Mais regardez, si ça vous intéresse, allez dans le bas de cette vidéo-là, cliquez sur le lien et sans plus tarder, venez voir avec moi mon entrevue avec nul autre que Nikolai Ray, le fondateur du collège MREX, aussi un développeur, investisseur immobilier actif. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un gros merci. Un gros merci, Nikolai, sincèrement, là. Comme tu l'as dit off-cam la première fois que tu m'as vu tantôt, j'ai réussi à te faire descendre à Laval. Ouais, c'est ça. Ça, c'est tout qu'un défi. Parce que tout le monde qui me connaît, tout le monde sait que, tu sais, comme, je suis pas un gars de Montréal. Fait En que, plus. moi, Montréal, tu sais, c'est comme, j'ai comme une conception de c'est quoi Montréal. OK. Et quand j'ai à Montréal, généralement, j'étais à Brossard ou dans le Vieux-Montréal,
des fois un peu le plateau. OK. Tu sais, en dehors de ça, là, c'est pas facile. OK? M'emmener à Laval, Et il fallait que les étoiles soient c'est alignées. tough, là. Mais rapidement comme ça, où t'as grandi au Québec? J'ai grandi, en fait, c'est un peu particulier. Je suis né à Québec, Mhm. mais La ville de Québec? La ville de Québec, ouais. Mais on est parti quand j'avais même pas 1 an. OK. Fait qu'on est déménagé à Los Angeles, en Californie. Alors, j'ai grandi à Los Angeles et OK. non pas au Québec. Puis, on est revenu ici quand j'étais à la fin du primaire. Puis, on a passé 4 ans à Charlesbourg, donc à Québec, en Ouais. banlieue de Québec. Puis après ça, le reste du temps, ça a été sur la rive sud de Québec, à Saint-Jean-Chrysostome, dans le 8-3. Ah ouais. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené l'autre bord dans la rive sud de Montréal, ben, en Estrie, mettons? Ouais, ben de la rive sud de Québec. Ouais. Rive sud de Québec, ouais. Fait que rive sud de Québec, en Estrie, on est déménagé en 2020 avec mes enfants, la famille, tout le kit. Puis on est déménagé à Magog en plein COVID. OK, mais j'avais vu ton post quand t'avais Ouais. atteint ce stepping stone-là, puis que... Ouais. OK, fait que tout, qu'est-ce que t'as bâti, c'était... J'étais un gars de Los Angeles puis de Québec. That's it. Puis That's de it. là, t'as bâti, qu'est-ce que tu faisais? Ouais, On va rentrer là-dedans dans un instant. Juste avant, j'aimerais ça que tu nous racontes un fail. Un challenge, un obstacle que tu as eu, que quand ça t'est arrivé, tu étais comme, hey boy, comment je vais m'en sortir? Mais tu Ouais. t'es retroussé les manches, tu as été créatif, whatever, qu'est-ce que tu as fait, mais tu as pu surmonter la pente. C'était quoi? Puis comment ça t'a amené au Nicolas que tu es là? C'est tough de choisir parce que j'en ai en quantité Ah ouais? importante de fail. Mais j'aime ça. Ouais, Parce que j'en ai en tu sais- quantité importante. Parce que tu sais quoi, de l'extérieur, souvent les gens vont voir des personnes comme toi qui Ouais. accomplissent de grandes choses, puis dans leur tête, c'est comme, ah ben non, tout ce qui touche, ça tourne en or. Ouais. Mais je suis content que tu dis ça. Non, au contraire, même plus que j'ai eu du succès dans la vie, plus que j'ai eu des gros fails, justement, qui ont accompagné ces succès-là. Tu sais, le premier gros fail dans ma vie, ça a été... en fait, le premier gros fail a été de ne pas faire la Ligue nationale au hockey. OK. C'était ça mon rêve, c'était ça que je voulais atteindre. J'ai réussi à jouer professionnellement au hockey, mais tu sais, vraiment pas une carrière très, très glorieuse, on va dire. Après ça, mon premier vrai fail en entrepreneuriat puis en immobilier, ça a été... j'ai fait faillite à la mi-vingtaine. J'avais arrêté de jouer au hockey professionnel à 22 ans. Je m'étais lancé en affaires sans trop le savoir. Mhm. J'ai eu beaucoup de succès quand même très rapidement, très jeune. Mais je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas comment gérer ça. Puis, sans faire une histoire longue avec Mhm. ça, finalement, je me suis ramassé que j'ai dû faire faillite. OK. Donc, à 25 ans. Puis, j'ai dû recommencer à zéro. Ça a été vraiment un immense fail. Ça a été extrêmement tough. Mais ça m'a rendu extrêmement tough. Puis, c'est clair que toutes les réussites puis les succès que j'ai eu dans les années subséquentes, Mhm. dans mi-fin vingtaine, toute ma trentaine au complet, mais surtout toutes les épreuves, puis les obstacles, puis les opportunités que j'ai eu à affronter aussi, j'ai réussi à le faire grâce à ce fait-là. Puis c'est drôle parce que chaque fail m'en est capable de non seulement survivre le prochain, mais d'en Mhm. ressortir même encore plus fort. C'est ça qui est un peu comme un catch-22, parce que tu ne souhaites jamais échouer. 100%. Tu souhaites jamais vivre généralement c'est quoi ces échecs-là. Puis tu sais, dans les dernières années, j'en ai des pas pires, des solides là, qui ont fait vraiment mal. Mais à chacun, je suis comme, je pense que j'ai vécu l'autre d'avant parce que celui-là, je l'aurais pas survécu. Puis même, je l'ai même pas juste pas survécu. Je suis ressorti encore plus fort. Mm. Plus de succès finalement, une fois que j'ai passé cette espèce de vallée, le Valley of Death, là, tu sais, Vraiment. le vallée de la mort. Là. Puis à chaque fois, c'est comme toujours ça le constat. Puis c'est drôle parce que dans la société, je pense qu'on est très... On a été conditionné à shy away des échecs puis d'avoir de l'air pas on top of everything, tu sais, essentiellement. Je pense que pour réussir en entrepreneuriat, en immobilier, puis juste dans la vie en général, Exactement. il faut pas que tu aies de sang-froid puis que tu fonces vers tes échecs possibles puis des obstacles possibles. Puis oui, un peu de souffrance parce que au final, je pense pas que dans la vie, tu peux nécessairement avoir une vie pleine si tu n'étais pas aussi prêt à passer à travers. Tu sais, apprécier le jour passe par aussi vivre la nuit. Tu sais, comme 100%. Les l'un deux, n'existe pas sans les deux l'autre, là. contrastes. Le beau temps, le mauvais temps, tu sais, comme... Le jour, la nuit. Puis au final, qu'est-ce qu'il dit que c'est du mauvais temps? Tu sais, qu'est-ce qu'il dit au final? Tu sais que c'est un fail. Ça, Boom. c'est une fabrication de l'esprit humain de dire on met un tag là-dessus, on met un libellé, que ça, c'est pas bon, que ça, c'est pas souhaitable.
Mais au final, tu sais, si on dit, exemple, il fait mauvais dehors, il fait pas mauvais dehors, il fait ce qu'il fait. Tu sais, comme. C'est un peu comme ça le mindset. Il faut que tu ailles quand tu passes à travers ces choses peut-être moins souhaitables, là, de faire comme. C'est-tu vraiment un fail? C'est-tu vraiment pas souhaitable? C'est-tu vraiment mauvais ce que je vis? Ou c'est juste quelque chose que je vis dans cette existence qui est la vie sur Terre ici? Je la vis. J'ai le choix de faire quelque chose de bon, de positif de ça, ou faire quelque chose de mauvais, puis de pas positif de ça. Tu sais, au final, ça t'appartient. Là. 100%. Finalement, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est ta perception. C'est de l'apprentissage. Ouais. Puis c'est littéralement... Puis, sincèrement, tu as tellement bien répondu à la question parce que c'est quand je pose la question aux autres invités, c'est là que je veux amener l'audience qui nous écoute à leur faire comprendre que pour aller ou atteindre le succès qu'on désire, ça vient par l'échec. Ouais. There's no other way around. Puis même si, comme tu l'as dit dans ton histoire, tu scales vite dans peu importe c'est quoi, c'est sûr qu'il va... C'est pas pour être négatif ou pessimiste. It's just, comme tu l'as dit, il y a le jour, il y a la nuit, le chaud, le froid. T'sais, il y a les opposés dans la vie, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on vit une vie qui a valu la peine d'être vécue. Exact. Moi, je suis un grand fan de tout ce qui est les stoïques, la philosophie grecque. C'est drôle de t'en parler dans ta vidéo que j'écoutais. Puis aussi, ça ressemble beaucoup aussi au taoïsme, au niveau de la culture chinoise, le bouddhisme au niveau indien. Mon père est moitié indien de l'Inde. OK, c'est pour ça que t'es bronzé de même. Oui, exact. Puis, tu sais, au final, toutes ces écoles-là, puis même quand tu creuses dans l'islam, dans la christianité, tu sais, c'est drôle, on dirait que quand tu lis tout ça, tu te dis c'était comme tous des chums probablement qui se connaissaient puis qui ont juste comme adapté ça chacun à leur sauce. 100% d'accord. Mais ça revient toujours au fait d'être capable de se détacher, de ne pas juger. Tu sais, en christianisme, on dit, tu sais, Tupac disait fameusement « Only God can judge me ». Mais au final, dire quelque chose, c'était une mauvaise situation où il fait pas beau, c'est un jugement. C'est un libellé qu'on vient attacher conceptuellement, mais ça l'est-tu vraiment? Exact. À part la signification qu'on y apporte. Exact. Fait que d'être capable de, à quelque part, avoir un certain détachement au niveau du jugement puis de la perception de l'ego, sans être détaché de la vie puis de ne pas être impliqué. C'est ça qui est tough à trouver pour la plupart des gens. Puis j'en parle, je suis loin d'être un gourou spirituel ou quelqu'un de mieux que quiconque. Là. J'en suis peut-être un peu plus conscient que le commun des mortels, mais c'est ça le défi de la vie, finalement, d'être capable d'être engagé, mais aussi d'être détaché. T'sais. Tout à fait. Parce que quand on se lance dans une belle aventure comme la tienne, ou peu importe, dans, mettons, l'investissement immobilier, parce que c'est ça le sujet du jour, mais c'est ça, surtout pour quelqu'un qui commence, souvent, ils vont faire face à des challenges. C'est pas vrai que tu vas acheter n'importe quel immeuble, puis que ça va être facile. Même quand je suis sûr que tu en as des milliers d'histoires à nous raconter, mais à chaque immeuble, il va y avoir des challenges qui vont arriver. C'est sûr. Tu comprends? Tu vas frapper un mur d'une certaine façon. Ta job, c'est un solutionnaire de challenge. Boom. Si tu comprends pas que ta vie, dans le fond, tu fais des puzzles professionnellement. C'est ça que tu fais la journée longue. C'est bien dit. Tu es un joueur de puzzle professionnel. Tout à fait. Des fois, j'ai le goût de le dire, mettons, dans un réseautage. Là, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis joueur de puzzle professionnel. Vraiment. Je suis sadomaso, joueur de puzzle professionnel. C'est ça que je fais. Tout à fait. Puis comme Denis Gallico, il dit, justement, on est payé à résoudre des problèmes. Puis plus gros et grand est ton problème. Exact. T'apportes la solution, plus mieux tu fais rémunérer. Notorious B.I.G., more money, more problems. That's more it. problems, more money. Exactement. Qu'est-ce qui m'amène justement à mon autre question? Si on retourne dans le temps, tu parlais justement, tu as déménagé à LA. Quand tu as fait ton événement Go Big or Go Home. Go Big or No Home. Go Big or No Home en plus. Justement, tu nous as parlé de ton parcours. Puis pour vrai, j'aimerais ça que tu en parles. Tu nous dises un petit peu, là, parce que à te voir aller avec qu'est-ce que tu as bâti avec MREX, qu'est-ce que tu as accompli aujourd'hui, etc., c'est sûr que les gens voient souvent, on voit la finalité. On pense que c'est du jour au lendemain, mais la réalité, on voit la finalité, puis on voit nos propres jugements, puis nos propres projections qu'on fait. Là. Exact. Mais juste pour t'humaniser un peu, pour que les gens voient que non, t'es pas né avec un silver spoon. Tu nous expliquais un petit peu ce parcours de vie-là. Là. Je suis pas né avec un silver spoon. Écoute... tu sais, je suis né à Québec en 84. Mon père était musicien de blues puis de jazz. Puis ça a l'air bien cool, là, mais ça ne gagne pas tant d'argent que ça dans la vie. Là. On est loin de Céline Dion. Là, tu sais. Mon père est en tournée, je pense, dans les Maritimes quand je suis né. Ma mère est québécoise
de Bellechasse, Mhm. sur la rive sud de Québec. Puis quand je suis né, d'ailleurs, en 84, là, Mhm. c'est quand même un petit bout, là, il y a 40 ans, Ouais. les médecins, justement, à cause de la couleur de ma peau, pensaient que j'avais la jaunisse. Arrête de niaiser. Fait que là, ils voulaient me faire un traitement. Fait que là, il fallait que ma grand-mère maternelle, elle fasse comme, non, son père, il est brun. Wow. Ah ouais, fait que ça a parti de même, mais c'est une histoire qui n'a aucun rapport finalement, mais je la trouve toujours drôle. Vraiment. Mais tout ça pour dire, on est parti à Los Angeles peut-être 8-10 mois plus tard parce que mon père était musicien, il y avait plus de potentiel pour sa carrière là-bas. Ma mère, elle était déjà partie à Los Angeles. En fait, c'était elle-même qui avait incité mon père à y aller parce qu'elle, elle avait quitté le Québec à 18 ans pour aller faire du théâtre. OK. Fait qu'elle est allée faire du théâtre à Toronto, puis après ça à Los Angeles. Fait que bref, on est parti là. J'ai grandi à LA. Mais pas dans Hollywood Boulevard, Non, puis non. dans les vallées, là. Non, ben, oui, les vallées plus, là, tu sais. Grandi dans des quartiers assez chauds. J'ai passé une bonne partie de ma jeunesse dans des quartiers latinos. Certains ici diraient que c'est des ghettos pas loin. Ouais, là, le Bronx, t'sais. whatever, là. Ouais, des endroits très, très, très rough. Là. Je me couchais le soir, puis je me rappelle d'avoir 7-8 ans, puis d'être dans mon lit, puis de voir les spots d'hélicoptères qui passaient dans mes rideaux de chambre parce qu'ils cherchaient Quelqu'un. quelqu'un. Puis tu te levais le matin, puis tu sortais dehors, puis il y avait du sang, ou tu entendais des gunshots. Le gars du 7-Eleven il s'est fait tirer, qu'on connaissait super bien, il est mort. Wow. J'ai vu quand même pas mal de violence assez jeune. Beaucoup de pauvreté, beaucoup d'extrêmes. LA, c'est beaucoup des extrêmes. Mm. Puis encore aujourd'hui, là. Encore aujourd'hui, mais nous, on habitait on n'habitait pas dans genre les pires hoods qu'il y avait. On habitait dans comme juste en haut, un petit peu, mais ça brassait. On avait tout le temps comme un 4,5, mais tu vivais avec des coquerelles, mais c'était pas dégueulasse, on était du monde propre, on avait beaucoup de sous, mais on arrivait à manger, puis à avoir un toit en haut de la tête, puis à faire certaines activités. Mais, je me rappelle, ma mère, elle avait des amis, vu qu'elle était dans le théâtre, ben, ça gagnait pas cher dans le théâtre, fait qu'elle était aussi serveuse dans un restaurant. Puis ma mère est hyper charismatique, fait qu'elle s'est fait plein d'amis, finalement, dans le show business, elle était dans le théâtre, puis tout ça. Puis, on allait des fois chez ces gens-là, qu'eux, ils étaient riches. Eux, on allait la fin de semaine à Beverly Hills, puis à Malibu. Mm-hmm. Moi, c'est là que j'ai réalisé qu'on était pauvres. Avant ça, j'aurais pas réalisé. La pauvreté, souvent, c'est plus relatif qu'autre chose, jusqu'à un certain point. Mais c'est là que j'ai comme fait, OK, c'est pas normal d'avoir une famille de coquerelles dans la cuisine quand t'en reviens, puis t'allumes la lumière, tu sais. Puis, OK, eux autres, le frigidaire, là, genre, il est plein de toutes les affaires débiles que t'as jamais vues, puis ils ont une grosse maison, puis une voiture, puis des bijoux, puis ils n'ont pas de l'air stressé de pas avoir... L'énergie est différente. L'énergie est différente. Fait que c'est là que j'en suis devenu conscient de ça. Tout ça pour dire que j'ai eu quand même une belle jeunesse, je te dirais, malgré tout ça. J'avais des parents qui me permettaient de rêver. J'avais des parents qui investissaient beaucoup en moi comme jeune enfant. J'avais des parents très aimants. Puis j'étais déjà plus chanceux que 90% des garçons de mon âge dans ces quartiers-là qui n'avaient pas de père. Okay. Moi, j'en avais un père. Fait que déjà, les chances que je me ramasse en prison ou que je me ramasse dans une gang de rue étaient réduites parce que j'avais un père présent puis un père tough. Fait que, en plus, nice. C'est ça. Fait que ça a été ça jusqu'à l'âge de 10 ans, 4e année. On a vécu le gros tremblement de terre en 94, Martin Luther King Earthquake. Puis on a tout perdu. On a vécu dans une tente dans un parc. Après ça, l'immeuble était fendu en deux. Ouais. Puis après ça, on est revenu tranquillement. Ça a pris 2 mois. Revenu au Canada en char. Mes parents n'avaient plus une scène. Quand on est revenu ici, on est allé à Québec parce que la famille de ma mère nous ont loué un logement. Ils l'ont logé. Ils nous ont acheté des vêtements. Wow. Mes parents ont été sur l'aide sociale. Vraiment partis mes parents sans rien, étaient là. sur BS pendant la première année qu'on est revenu au Québec, essentiellement. OK. Le temps de se remettre sur pied, là. Ouais. Mon père ne parlait pas français. Mon père était moitié indien de l'Inde, moitié britannique. OK. Il ne parlait pas français. Il a fallu qu'il aille à l'école avec tous les autres immigrants. Là, à faire ses cours de français. Puis pendant qu'on était sur le BS. Puis même moi, je ne parlais pas français à l'âge de 10 ans. OK. À part peut-être crise de tabarnak. Ça ne veut pas dire ça dans ton podcast, mais c'est la seule chose que je savais dire. Fait que il a fallu que j'apprenne à parler français. OK. Puis
Puis ça a été ça. Puis après ça, ben, j'ai eu une vie un peu différente au Québec. Tu sais, les premières années, ça a été tough. On était encore une fois très pauvres. En plus, je parlais pas bien français au début. À Québec, en 94, brun, tu sais, comme... Moi, Mhm. j'avais un ami, un de mes premiers amis à Québec. Je me rappelle de ce gars-là, Ghislain, il était tellement cool. Puis Ghislain était noir. OK. Puis Ghislain, tu sais, comme... Des fois, on allait marcher pour aller au parc. Puis genre, le monde à Québec le klaxonnait puis le pointait par la fenêtre. Genre, Arrête. 94, man, Ouais, c'est pas c'est si vrai. loin que ça, là. 100%. Puis moi, ben, j'étais brun. Fait que, tu sais, j'étais un brun anglophone. Borderline. Tu sais, je suis borderline. Fait que, tu sais, les premières années ont été particulières. Mhm. Après ça, je me suis vraiment bien intégré. Tu sais, je parle français sans aucun accent. Je me suis intégré à la culture. Puis j'avais un objectif en tête, c'était de devenir joueur de hockey à ce moment-là. Parce que je peux pas jouer au hockey à Los Angeles, ça coûtait bien trop cher. Tu sais. Ah ouais? OK. Fait que là, on est allé chez Play Again Sport. Mes parents m'ont acheté un équipement de hockey à 135$ usagé. J'étais comme... Je voulais jouer au hockey. Fait que après ça, j'ai eu quand même une jeunesse assez intéressante au Québec. Vraiment. Ouais, qui m'a propulsé. Une autre question par rapport à ton passé, Ouais. mais c'était quoi ta première acquisition? Parce que tout le monde, encore une fois, les gens voient qu'est-ce que tu as accompli aujourd'hui, Ouais. mais ils réalisent pas des fois que beaucoup d'investisseurs, développeurs ou même les coachs, peu importe qui qu'on voit dans les écoles, Ouais. mais souvent, leur but, c'était même pas de bâtir un parc immobilier. Ça it just happened, ça a tombé qu'ils avaient une Ouais. propriété, puis Ouais. ben, je peux faire ça avec ça, puis de fil en aiguille. Mais toi, c'était quoi ta toute première acquisition? Est-ce que tu savais que tu voulais faire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Non, Ou c'était plutôt c'est arrivé de fil en aiguille? Je suis arrivé de fil en aiguille. J'ai toujours été attiré par l'immobilier. Je savais pas que c'était l'immobilier à ce moment-là. J'étais attiré par le cadre bâti. Tu sais, je jouais à SimCity quand j'étais jeune, OK. puis à Monopoly, puis au Lego. Tu sais, c'était ça que j'aimais. Moi, des one-man shooters, mettons, ça m'intéressait pas. Mais bâtir des villes dans SimCity, Pour vrai? bâtir des C'est empires fou, hein? dans Civilisation 2, genre, puis ça me drivait. Bâtir des villes avec mes Legos dans ma chambre à 7-8 ans, c'est ça que j'aimais faire. Wow. Fait que ça a comme toujours été là. Première acquisition, il y a comme deux réponses, parce que mon premier investissement était passivement, avec des chums qui achetaient un petit plex. Il manquait un peu d'argent, puis je l'avais, j'avais un petit OK. montant. Fait que ça a été comme ça que j'ai commencé à investir en immobilier. Mais ma première vraie acquisition, moi, personnellement, l'acheteur, outre une maison où j'habitais, là, ça a été un 7 logements. OK. On a payé ça 420 000. On s'est fait financer 315 000 par Desjardins, 105 000 de mise de fonds. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à bâtir notre propre portefeuille immobilier à nous. Nice. Ouais. Je trouve que au Québec, tu es une des personnes qui est venue mettre de l'avant justement l'ingénierie financière. Tu es venu apporter justement cette touche de sophistication en investissement immobilier. Comment tu es arrivé, comment tu es tombé là-dedans pour après ça, justement, à vouloir inculquer ça dans le collège de MREX qui Ouais. se démarque des autres? Ouais. Tu sais, j'ai un background comme un peu plus scientifique. Fait que quand je jouais au hockey, pour mes parents, c'était hyper important de continuer mes études. OK. Fait que la règle chez nous, c'était en bas de 80% de moyenne générale. Tu jouais pas au hockey. Tu devais aller faire des études universitaires, peu importe. Ah, OK. Fait que moi, j'ai toujours été aux études. J'étais très doué à l'école, même si j'haïssais l'école. J'étais un OK. autodidacte extrême. Fait que toujours maintenu des bonnes notes. Puis j'ai fait au final, j'ai étudié à l'université en performance humaine. Fait que biomécanique, nutrition, psychologie sportive, biologie cellulaire, ça a été ça. La biomécanique, c'était une de mes grandes passions. Moi, j'étais là. sûr que tu allais me dire j'ai étudié l'ingénierie financière, Non, l'immobilier. Même non. pas. Mais tu sais, c'est de la science. Fait que Ouais. j'ai un esprit très scientifique. J'ai fait mes études en sciences. Après ça, la biomécanique, tu sais, c'est le mouvement du corps humain. Mhm. Très mathématique parce que c'est de la géométrie, mais c'est aussi attaché à toute la compréhension du système nerveux. Comment on enregistre des patrons moteurs dans ton système nerveux de manière automatique. Fait que tu sais, j'ai travaillé avec des athlètes olympiques à 3 Jeux olympiques grâce à ça après ma carrière de hockey. Fait que tu sais, ma début vingtaine, mi-vingtaine, ça a été dans le domaine de la performance humaine. OK. Après ma carrière de hockey, transition plus naturelle, je pense. Mais il y avait toujours derrière l'esprit de la jeunesse de Lego, SimCity, un paquet d'autres histoires. Fait que, puis j'avais déjà investi un petit peu passivement Ouais. dans l'immobilier. Fait qu'à un moment donné, la vie a fait en sorte que j'ai eu la chance de comme partir. Puis faire une histoire courte, j'ai cofondé une firme qui s'appelle Réarvé, qui existe encore aujourd'hui à Québec. Puis à force de travailler avec des investisseurs, je me suis rendu compte que, hey, à peu, là, c'est un domaine vraiment désuet, l'investissement immobilier au Québec. On est encore sur
du prix de la porte puis des calculs de coin de table. Vraiment. Alors qu'on devrait appliquer une méthode scientifique, appliquer de la mathématique à ça parce que c'est des investissements, c'est de la maths qui drive tout ça derrière au niveau financier. Puis c'est là essentiellement que j'ai aidé Réhervé à se démarquer, essentiellement comme entreprise. Puis après ça, ben, ça a juste défilé vers l'investisseur moyen parce que je me disais, tu sais, moi j'ai réussi à découvrir ce que j'ai découvert, je suis autodidacte, je suis curieux, mais c'est quand même pas accessible à monsieur, madame, tout le monde. 100%. À moins que tes parents étaient déjà riches ou qu'ils étaient déjà en immobilier, comme c'était pas tant accessible que ça, à investir en immobilier pour le commun des mortels. 100%. Je trouvais ça un peu injuste. On était dans quelle année dans cette période-là? Quand j'ai cofondé Réhervé, c'était en 2013. OK. Puis après ça, le collège MREX, ça a été 2016. Puis comment t'es arrivé vers MREX à partir le collège MREX? Écoute, un peu par chance, un peu par inadvertance, quand j'ai fondé MREX, le but était de bâtir une application, une plateforme technologique pour aider les investisseurs immobiliers à prendre les meilleures décisions en fonction d'une base de données plus complète. Je voulais être capable de faire en sorte qu'en un clic, tu pouvais savoir c'est quoi le TGA puis le MRN du secteur, c'est quoi toutes les statistiques et les données. Pas une calculatrice. Comme un mélange d'une calculatrice, comme un Bloomberg Terminal en bourse. Je comprends. Mais pour l'investisseur immobilier. Je comprends. Tout ce qui existe présentement, c'est encore aujourd'hui, tu as des immeubles à vendre sur Centris, mais ça, c'est une plateforme de vente pour courtier. Tout à fait. Ça t'aide pas à prendre une décision d'investissement. 100% d'accord. T'sais. Fait que c'était ça que je voulais faire. Puis, comme en cours de route, pendant que je commençais à monter tout le back-end de la technologie, puis ce qui était nécessaire pour monter cette business-là, parce que MREX, c'est multi-family ou multi-asset real estate exchange. C'est ça que ça veut dire, MREX. En plus, je voulais te poser la question. Merci. Fait que le but était de bâtir essentiellement une plateforme technologique pour les investisseurs immobiliers, pour les outils. OK. Puis, je postais comme sur Facebook, puis de plus en plus de monde, tu sais, je postais des affaires comme mes pensées sur l'investissement immobilier, je partageais un peu d'éducation, puis de connaissances, puis de plus en plus de monde était comme hey, crème, où est-ce qu'on pourrait apprendre ce que tu es en train de dire là? Tu sais, on n'apprend pas ça dans telle place, puis dans telle école, puis dans tel groupe. Puis j'étais comme, bon, OK. Mettons, si je disais que tel samedi, je vais donner un cours d'introduction sur l'ingénierie financière et immobilier, y a-tu du monde, ça leur intéresserait? Le monde a levé la main, le monde a payé, genre vraiment plus que ce que je m'attendais. T'as full house. Full house, tu sais, moi je m'attendais d'avoir peut-être 7-8 personnes. Puis t'en as eu combien? Au-dessus de 60. Wow! Ouais, à 1000-1500$ par personne. Quand même. Quand même. Là, j'ai comme fait, OK, ça c'est particulier. Puis ça, c'est juste l'introduction, là. C'est sûr, t'as donné ça, c'est juste l'introduction, c'est une journée. À la fin de la journée, il y a comme la moitié de ça qui était comme moi, je veux partie 2. Là. Je suis comme, ben, il n'y a pas de partie 2. Je venais juste de monter partie 1 pour vous autres de même parce que c'est ça que vous vouliez. Là, j'avais pas l'intention de bâtir un collège ou une école ou peu importe. Mais je savais qu'il y avait un besoin. Fait que là, c'était comme, OK, le marché est en train de me dire qu'il y a un besoin pour ça. Tout à fait. Il y a une valeur là-dedans. Fait que de fil en aiguille, ben, le collège MREX est né de cette première journée de formation-là. Puis au final, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça de l'investissement, c'est ça le capitalisme, c'est ça qui est beau du capitalisme. Tu es rémunéré, tu es bien rémunéré si tu crées de la valeur dans la vie d'autres personnes. Puis il y a certains secteurs dans lesquels tu vas créer de la valeur, mais tu n'auras pas de monétisation de ça. C'est correct. Il faut juste que tu rentres là-dedans les eyes wide open. Mais la part des domaines, si tu crées de la valeur pour les autres, tu vas aussi recevoir de la valeur de l'autre bord. Puis c'est un peu ça qui est arrivé avec Collège MREX. Il y avait un besoin de plus haut niveau d'éducation à l'investisseur moyen parce que c'était pas très présent dans le marché. Tout à fait. Quand tu es arrivé avec MREX, dis-tu comme durant la nuit une pensée, boum, et MREX ou... Ah, beaucoup de brainstorming. Ou tu sais, OK, beaucoup de... OK. Ouais. C'est pas sous le coin d'une table ou sous le fly comme ça. Non. C'est un nom intéressant. J'ai joué avec beaucoup de noms, avec beaucoup de mots, tu sais. Ouais. OK. Puis, le collège MREX, à qui ça s'adresse? Est-ce que c'est juste pour les investisseurs sophistiqués, pour les développeurs immobiliers, pour monsieur, madame, tout le monde, le petit jeune qui commence? Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde qui veut s'offrir de faire de l'investissement immobilier, mais pas aveuglement. OK. T'sais, dans le fond, là où est-ce que je pense qu'on est très différent des autres groupes qui existent, on n'est pas là pour motiver le monde. On n'est pas là non plus pour inciter le monde à faire de l'immobilier. Okay. Moi, là, que quelqu'un fasse de l'immobilier ou pas dans la vie,
ça change rien dans ma vie. Puis je pense que tout est bon, tout est bon dans la vie. Tu veux faire de la bourse, tu veux pas faire de la bourse, tu veux faire de l'immobilier. Comme, moi, je suis pas là pour ça, puis je suis pas un conseiller, puis je suis pas un coach, je suis pas un gourou. Par contre, si toi, tu as décidé que l'immobilier, ça te tente, tu as le goût d'explorer ça, tu as le goût d'investir là-dedans, peu importe la raison, la motivation ou l'inspiration, ben nous, on est là pour t'aider à bien faire les choses le plus possible. Que tu aies 18 ans puis que tu commences, puis que tu n'aies rien dans la vie, que tu aies 30 ans puis que tu as une maison avec ta blonde, que tu aies 45 ans, tu as déjà 150 portes, tu es comme, OK, là, j'ai pas eu un plateau, que tu aies 3000 portes, c'est sûr qu'on peut t'apprendre de quoi. Fait que ça s'adresse à n'importe qui a envie de s'éduquer, puis qui a un peu une ouverture d'esprit, puis qui veut bien investir en immobilier. Nice. Très bien dit. Qu'est-ce qui t'a amené à Sherbrooke? Parce que toi, est-ce que tu investis à Montréal, dans d'autres secteurs, principalement Sherbrooke? Juste Sherbrooke. Qu'est-ce qui t'a amené à dire justement de toi, dans la rive sud de Québec, à dire Sherbrooke, this is where I'm going? Oui. Ben, d'une part... tu as fait une étude de marché, quoi? Du data. Évidemment. Ouais, évidemment, du data, mon esprit scientifique, mathématique, fait que des statistiques démographiques, sociodémographiques essentiellement, des statistiques au niveau aussi du marché des propriétés, du marché locatif. Fait que vraiment du data d'une part. De l'autre côté, du feeling, puis de l'intuition. On n'en parle pas beaucoup assez, mais j'ai besoin d'investir dans un endroit. Moi je suis quelqu'un qui ne peut pas le faire si mon cœur n'est pas dedans. Tu sais, comme tu me dirais demain matin, là, Nick, je te donne 1 milliard pour faire telle affaire, mais que mon cœur n'est pas dedans, comme c'est sûr, je le ferai pas. Là, je comprends. Même quand j'étais pauvre. Il faut que mon cœur soit dedans. Il faut que je le feel, il faut que je le sente, il faut que j'en aie envie. Les premières fois que je suis arrivé à Sherbrooke, j'étais comme, le vibe est cool ici, je trouve ça beau, j'aime ça. Vraiment. Ça me faisait passer à San Francisco avec toutes les collines, puis comment que la topographie est faite à Sherbrooke. J'aimais le vibe. Fait que ça, c'est le côté plus intuitif. Puis le troisième point, c'est que moi, je suis quelqu'un qui trouve que c'est extrêmement important d'être concentré, puis d'être focus. Puis le pouvoir du focus, puis de la niche est important. Puis je me disais, moi, j'investissais pas. J'avais pas investi pour avoir 1 bloc, 2 blocs, 3 blocs. Puis je dis pas ça péjorativement, ça peut avoir l'air condescendant un peu, là. Mais j'étais comme, avec les connaissances que j'ai, si je vais faire de l'investissement immobilier, je vais le faire comme différemment, je vais innover, puis je vais avoir un gros impact à travers mes investissements immobiliers. Tu sais, je veux pas juste que je m'enrichisse. Je comprends. Tu sais, oui, je veux m'enrichir, on s'entend, je veux assurer la sécurité financière de ma famille, puis du monde autour de moi, mais je veux que ce soit plus que ça. Puis je savais, dans le fond, pour être capable de faire ça, je devais être capable d'avoir assez de scale pour avoir un impact. Puis je savais qu'avec l'argent qu'on avait à ce moment-là, ben, tu sais, j'investissais cet argent-là à Montréal ou à Québec, j'aurais pas tant d'impact que ça. J'aurais été un très, très petit joueur. Tandis que si je me concentrais à Sherbrooke, puis encore là, il faut faire attention, je n'investis pas à Sherbrooke. J'investis au centre-ville de Sherbrooke. Fait que je suis focus dans le focus. J'ai investi juste au centre-ville de Sherbrooke, dans à peu près 2,5 km². Mais là, je savais qu'avec l'argent qu'on avait de ramasser, le capital qu'on avait à investir, parce que j'ai commencé avec un de mes bons amis, Frédéric, je savais que là, on serait capable d'atteindre un certain scale pour avoir un impact plus que juste de dire on a une coupe d'immeubles. On voulait être capable d'avoir un impact. Puis quand je dis ça, c'est je veux être capable d'investir dans un quartier qui a besoin d'amour, puis qu'on ait la capacité d'y mettre de l'amour, puis que ça vient changer positivement ce quartier-là. C'est ça que je voulais faire. Tu sais, je sais pas si ça vient du SimCity, si ça vient de mes rêves de jeunesse, mais c'est ça que j'avais envie de faire. Mais on recule un petit peu en arrière. Quand tu es parti dans cette direction-là, puis tu t'es mis à faire tes recherches, tes études de marché, etc., tu partais de quel mindset pour avoir cette vision-là? C'est pas tout le monde qui voit ça comme ça. Mais qu'est-ce que tu avais, admettons, comme actif pour te dire, OK, je suis game, je me lance, puis c'est là je m'en vais? Bien, il faut comprendre que, dans le fond, moi, j'ai commencé à monter notre portefeuille en 2019 à Sherbrooke. En 2019, ça faisait déjà 3 ans que j'avais fondé le Collège MREX. OK. Ça faisait déjà... J'avais fondé Réharvé en 2013. J'avais déjà un gros background. Je comprends. Ça faisait 7 ans que j'étais un professionnel comme extrême. Je comprends. Plus bien des années comme plus amateur, loisir, on the side. Je comprends. Fait que j'avais quand même un gros background. J'avais déjà fait ça pour des familles fortunées, là, de dire quand est-ce que tu rentres dans un marché, quand est-ce que tu sors d'un marché. Fait que c'était pas sorcier. J'appliquais ce que j'avais fait pour les autres, dans le fond. C'est bon. Ben c'est ça, j'ai pas dit le mot, je voulais savoir c'était quoi ton mindset, puis là tu l'as expliqué.
Super. Je l'appliquais pour moi, au lieu de juste l'appliquer pour En plus. telle famille fortunée, disons. Puis, si je te présenterais un deal qui n'est pas dans ton quadrilatère, tu vas vraiment dire non? Oui. Pas vrai? Oh oui. Tu l'as regardé ou... Ben écoute, il y a un terrain, je pense que c'est Jonathan Dumas, qui a gagné un trophée d'ailleurs, Ouais. comme développeur de l'année à la semaine de l'immobilier la semaine passée. Il a vendu son terrain, je pense, à Lemni, puis à Distinction Capital, qui est la family office de Serge Godin, si je ne me trompe pas. Puis ce terrain-là m'a été offert avant eux autres. Puis je l'ai refusé. Là. Puis tu sais, c'était une passe. Là, comme... Pour vrai? Oh, ouais, c'était une passe de plusieurs millions jour 1. Tu sais, puis la personne qui m'a offert, t'es comme, pour vrai, t'es sûr, tu vas pas y penser? Non, moi je suis concentré sur ce que je suis. Oui, mais je te fais une passe à la palette. Tu vas faire des millions jour 1. Oui, je comprends, mais comme... Ton cœur était pas dedans? Ou c'est juste... Mon cœur n'est pas dedans, c'était pas ma dans ton décision buy est box? prise, je suis focus, puis c'est là que je suis. Puis à un moment donné, quand tu commences à comprendre c'est quoi le succès dans la vie, puis que tu comprends c'est quoi l'abondance dans la vie, dans le fond, ton plus grand défi, c'est de dire non. Mm-hmm. C'est ça. C'est vrai. Le problème, c'est que tu te mets... Au début, il faut que tu dises oui à toutes les opportunités parce que tu as fuck all dans la vie. Tu veux te grossir. Tu n'as rien, tu sais. Fait que tu as besoin de te donner des chances de générer puis d'avoir ces opportunités-là. Mm-hmm. Mais à un moment donné, c'est le contraire. Tu as trop d'opportunités, puis il faut que tu sois capable de rester concentré, puis de ne pas être dans le shiny object syndrome, puis de ne pas être comme un écureuil à gauche puis à droite, tu sais, puis de te concentrer, puis de dire, moi, là, regarde, je suis là-dessus, I live and I die by the sword, tu sais. C'est ça que j'ai choisi de faire, c'est ce que je vais faire. Nice. Comment qu'on peut passer... C'est quoi les étapes, la suite logique, admettons, de partir de rien, de zéro, à propriétaire d'immeuble, à se grossir un petit parc, puis à devenir développeur? Tu dirais que c'est quoi la suite logique, puis c'est quoi les tactiques qu'il faut C'est appliquer? certainement pas tout le monde devrait devenir développeur immobilier comme moi, ça c'est sûr. clair. Développeur immobilier, c'est l'extrême de l'immobilier. Mais quand je dis développeur, c'est admettons comme un petit peu comme Denis. Admettons, faire la conversion. Oui, c'est un autre niveau. Il est quand même assez extrême. Aussi. Oh, ouais. Mais pas développeur de je vais commencer à mettre mais mettons des terrains. quelqu'un qui dit je vais avoir, je vais finir avec un portefeuille de, je sais pas moi, Exact. 30 portes, 50 portes, 100 portes, mettons. Exactement. Là, je te dirais, la première étape, si tu pars de zéro, devrait certainement être, puis encore une fois, c'est pas des conseils, là, je suis un éducateur avant tout, Mm-hmm. mais selon moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est commencer par un Plex propriétaire occupant. Pourquoi? Parce que il y a du beau financement, il y a des beaux produits de financement Tout à fait. qui existent. Tu n'as pas besoin d'une grosse mise de fonds. Mm-hmm. Tu prends pas énormément de risques parce que tu peux l'habiter. Puis ça fait en sorte que tu as une partie de ce que tu voudrais avoir en ayant ta propre maison, ton condo, mais tu as une partie investissement. C'est comme un genre de produit hybride. C'est une bonne manière, je pense, de commencer. Puis après ça, c'est occupe-toi-en comme il faut. Mm-hmm. Puis dès que tu peux, tu le re-leverage. Puis là, tu vas acheter une propriété purement d'investissement. OK. Puis après ça, c'est juste de t'occuper de tes affaires. T'occuper de ton monde. Tu sais, tes locataires, tes gens qui habitent là, parce qu'on Mm-hmm. faut pas l'oublier. T'achètes pas une... Tu sais, t'achètes un immeuble, mais un immeuble... c'est un moyen de fin. Un moyen, tu héberges des gens. Là, c'est Tout leur à chez fait. soi. Fait qu'il faut que tu t'occupes de ces gens-là. Tu leur offres des services. Comme un restaurateur offre des services aux gens dans son resto. Mhm. Là, tu sais. Fait que tu t'en occupes. Puis après ça, ben, tu es capable de faire rouler cette machine financière-là parce que tu crées de la valeur au niveau humain puis au niveau bâti. Puis après ça, ben, tu continues à réinvestir, puis à acheter, puis à réinvestir, puis à acheter. Tu sais, faire de l'argent puis s'enrichir dans la vie, là, ça passe beaucoup par aussi être capable de reporter des plaisirs à plus tard. T'sais. Tout à fait. 100% d'accord. Il y a beaucoup de monde qui sont comme... On en connaît... Dans le monde du courtage, tu en connais sûrement, qui font des centaines de milliers de dollars par année, là, puis qui n'ont pas plus d'actifs, puis qui n'ont Tout pas à plus de fait. valeur nette parce qu'ils ne sont pas capables de retarder. La gratification instantanée. Je ne juge pas les gens qui ont des Rolex. J'en ai déjà eu, puis je vais probablement en revoir. Mais j'ai pas besoin d'une Rolex. Puis je suis quasiment payé. Puis je connais du monde qui n'ont pas de valeur nette, puis qui ont des Rolex à 30, 40, 50 000 sur le poignet. Puis je suis comme big, man. Tu sais, comme t'as pas de placement, puis t'as pas d'investissement, puis t'as une Rolex de 50 000 sur le poignet. T'as le droit, man, one life, tu sais, YOLO, puis, je le comprends, là, mais il faut quand même trouver un juste milieu. Puis aussi, tu sais, en anglais, on dit whatever rocks your boat. Si, si pour toi, ça, c'est important, cool, comme vis-toi amplement. Mm-hmm. Mais si tu veux avoir une sécurité financière,
si tu veux bâtir des actifs, éventuellement, il faut que tu sois de retarder ces plaisirs-là dans le temps. Une belle voiture, des voyages, des choses comme ça, parce que tu dois investir. Tu sais. Tout à fait, tout à fait. Comment tu vois le, la liberté financière? Là, je vois la liberté financière. Parce que dans le fond, tu sais, je pose souvent la Bonne question. question. Quand les gens m'appellent, puis tu sais, je leur fais un plan de match. Moi, j'appelle ça, tu sais, le premier appel, c'est un appel découverte. Pour voir, bon, c'est quoi que tu veux, c'est quoi tes caractéristiques, blablabla. Je les forme un peu sur la réalité du marché. Ils vont chercher leur préautorisation. Après ça, on établit un plan de match basé sur leur préautorisation, sur qu'est-ce qu'ils peuvent s'acheter avec leurs moyens. Ouais. Mais la réalité, souvent, je vais leur poser la question, c'est pourquoi tu veux te lancer dans l'immobilier? Puis on s'entend, c'est tout le temps, mettons, le Big 3, the Big 3, 4, whatever. Souvent, c'est, tu sais, je veux me bâtir un patrimoine, je veux avoir de quoi pour la retraite, je veux... Au cas où quelque chose m'arrive. Exactement. Puis finalement, je veux lâcher ma job. Il y en a une couple qui m'ont sorti ça dernièrement. Ah, mais tu sais, Chris, si j'achète cet immeuble-là, après combien de temps je peux lâcher ma job? Et boy, comme t'as vraiment rien compris. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est une question chargée. Tu sais, puis pour vrai, d'une part, c'est très normal, c'est très noble. Tout à fait. Je comprends ça. Je pense que tout le monde qui a la capacité et qui a l'envie, go for it. Je pense que d'avoir une liberté financière, d'avoir des actifs puis d'avoir des revenus qui te décuplent du travail horaire, puis de la relation directe, causale entre je viens de faire quelque chose comme travail, donc j'ai reçu de l'argent. Tu sais, comme moi, je peux pas travailler pendant plusieurs jours puis je vais encore faire de l'argent. C'est sûr que si j'arrête de travailler pendant 3 ans, je vais encore faire de l'argent, pas autant. Hein, c'est là que la liberté financière, il faut faire bien attention avec ça. Exact. Moi, le concept de l'argent purement passif, c'est comme, tant que tu n'as pas 2 à 3 millions en valeur nette placée, là, ça n'existe pas. C'est ça de l'argent purement passif. Puis encore une fois, qu'est-ce que tu vas faire de ton temps et tes journées? Là, je pense que la liberté financière, ça n'empêche pas de continuer à faire des bons steps, là, de faire des investissements, d'épargner plus, d'essayer de gagner plus, puis de faire des acquisitions. Mais ça, sans faire le travail interne, on appelle ça spirituel, psychologique, whatever, là, c'est un peu comme pas savoir vraiment où tu t'en vas, parce que la liberté financière aussi, c'est un état d'âme. Tout à fait. C'est une manière de vivre. Tu sais, on en parlait off-mic tantôt, là. Peu importe ce qui arrive, là, je manquerai jamais d'argent dans ma vie. Peu importe ce qui arrive, tu manqueras jamais d'argent dans ta vie. Tu perdrais ton permis de courtage le matin, là. Je me relève, c'est sûr. Je suis zéro stressé pour toi, là. Tu sais, le vécu que tu as accumulé, l'expérience, les compétences, la personne que tu es, ça s'enlève pas, ça. True. OK? Est-ce que tu vas devoir travailler? Oui, c'est clair. C'est clair. Mais en même temps, pourquoi pas travailler? Tu vas faire quoi d'autre si tu ne travailles pas? Moi, j'ai eu des parties de ma vie que je n'ai pas travaillé parce que justement, je vendais une business, whatever. C'est plate en calvaire. C'est vraiment plate. Sais-tu quoi? Il n'y a rien de plus plate que de ne pas travailler parce que pendant ce temps-là, là, tous tes jobs, eux autres travaillent. Il n'y a personne qui veut venir jouer au golf avec toi. Il n'y a personne qui veut faire quoi que ce soit avec toi. Là. C'est un peu emmerdant, honnêtement. Faut qu'il se couche tôt, faut qu'il se lève tôt. Je pense que, tu sais, on prend l'exemple de la personne. Puis là, écoute, je porte pas des jugements. Là, je partage mon opinion. Là. C'est tout. Moi, je suis pas le... Je suis pas Dieu, là, tu sais, j'ai pas la vérité absolue. Mais je regarde les gens qui sont comme moi, je veux une liberté financière pour pouvoir lâcher ma job, mais peut-être que c'est pas la liberté financière qui est le problème, c'est peut-être soit ta job ou soit la perception que tu as envers ta job, tu sais. Puis peut-être que le travail devrait être fait là, puis l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux améliorer ta liberté financière d'un point de vue acheter des actifs, faire des investissements, mais tu devrais faire aussi du travail sur un peu. Là. Est-ce que peut-être je devrais juste trouver un autre job ou est-ce que je devrais changer la manière dont je regarde ma job pour essayer de trouver une manière de m'épanouir à travers ce travail-là si j'ai pas d'autres options de travail. Tu sais, ça revient, exemple, au livre qui avait été écrit par... Viktor Frankl dans les camps de concentration nazis. Il avait écrit un livre sur la logo... As a Man Thinketh, je pense. Non, c'était... Non, c'est pas As a Man Thinketh. J'ai un blanc de mémoire. Moi aussi. Coup, bref. Ouais. Man's Search for Meaning. Oui. Ouais. Voilà. Puis, tu sais, dans le fond, le logo de thérapie qu'il a développé par après, parce que c'est un psychologue, un psychiatre, est basé sur le fait que, tu sais, ta job, si tu l'aimes pas, il y a 2 solutions. C'est faut que tu fasses un autre job
ou il faut que tu changes la manière que tu perçois ta job. Aussi simple que ça. Puis, si tu changes de job, ben, peut-être que tu vas pas aimer l'autre job aussi, puis tu vas être pogné dans une spirale que tu sortiras jamais de là. Puis ça, c'est un peu comme la consommation. On consomme, mais finalement, il n'y a pas de bonheur dans la consommation. Non, aucunement. Ta Rolex, c'est cool au début, mais ta Lambo, j'en ai eu des chars, là, ils sont cool au début. Là, je te jure. Après 30 jours, next. Next, c'est aussi normal que ta Tercel que tu avais, que tu n'avais pas une selle. Là, fait que je pense que c'est là que la vraie liberté financière, elle est dans ta tête. C'est vrai. Est-ce que tu te sens assez abondant comme être, de justement de dire, peu importe ce qui arrive, je ne manquerai plus jamais de rien. Puis est-ce que tu es capable de dire, t'as peur, là, je vais trouver un meaning, une raison d'être dans ma job au lieu de chercher un autre job. Ou peut-être c'est de chercher un autre job, mais là, de t'assurer, est-ce que tu as du meaning dans ce job-là? Est-ce que tu as une raison d'être? Est-ce que tu es capable, toi, de... C'est toi qui choisis si tu t'épanouis ou pas. Là. Tout à fait. Tu sais, il faut arrêter de faire la victime. Là. Dans la vie, là, c'est toi qui choisis. C'est tellement vrai. De retour à l'investissement, j'ai adoré ce point-là. Pour vrai, là, je savais pas que tu étais... pas philosophe, mais que... Sincèrement, j'adore les conversations avec toi. Puis même dans les vidéos, ça paraît aussi. Tu amènes... Autant tu vas amener l'aspect technique ou l'aspect scientifique dans l'immobilier, mais autant tu vas amener cette profondeur-là qui est justement là, tu sais, the true meaning, la profondeur justement qu'on a dans l'âme, puis des vraies choses, en fait. Je suis un gars qui est juste en quête de vivre... comme tout le monde. La meilleure vie possible, puis d'être la meilleure personne que je peux être possible. Là. Tout à fait. Je pense que c'est ça la beauté de la vie. Exact. C'est cette quête continuelle-là. Question pour toi. L'ingénierie financière, beaucoup de monde ne la comprennent pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ou comment vous l'expliquez? Comment vous le verbalisez chez MREX? Ouais. Ben, l'ingénierie financière, c'est pas si sorcier, mais effectivement, c'est très peu compris. L'idée, c'est d'être capable de comprendre les leviers financiers, mathématiques derrière l'investissement pour être en contrôle de cet investissement-là, pour faire ultimement deux choses. Gérer le risque, puis générer des rendements, des profits. Okay. C'est ça qu'on veut faire. Puis à l'intérieur, en dessous du parapluie qui est l'ingénierie financière, tu n'as pas qu'à la faire. Tu as l'analyse financière. Tu es capable de dire, bon, ben cet immeuble-là, il y a un TGA de X, il y a un cash on cash de X, dans le marché, c'est tant, c'est le taux de rendement interne. Il faut que tu aies de gérer aussi le stack de capital. Combien de dettes que tu mets sur cette acquisition-là? Combien d'équité? Okay. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est quoi les trade-offs de chacun? C'est quoi tu gagnes? C'est quoi tu perds? Parce qu'il n'y a aucune situation parfaite. C'est quoi les risques que tu as à gérer? Fait que sous le parapluie de l'ingénierie financière, tu as l'ensemble de l'analyse financière, mathématiques financières, l'économétrie, les statistiques, la levée de capitaux, tout ce qui rentre en dessous de ça, le côté légal. La levée de capitaux, c'est probablement une des affaires les plus mal comprises au Québec. J'ai même parlé avec un avocat hier, il me disait, ouais, mais la levée de capitaux, elle m'a bien nique, c'est pas régi par la loi des valeurs mobilières. Le gars est avocat. Arrête. C'est pas régi par l'AMF, ça? Ben oui, c'est régi par la loi sur les valeurs mobilières. OK. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai arrêté à cette heure, j'ai arrêté, il y a des années, à dire au monde qui font un post dans Facebook, « Hey, salut, j'ai un deal, qui veut investir avec moi? » Je suis comme... les premières années, j'écrivais hey, « J'étais toi, là, j'irais lire la loi sur les valeurs mobilières, puis j'enlèverais ma publication. » À cette heure, j'ai lâché prise. Là. J'enseigne des cours là-dessus avec des avocats en valeurs mobilières pour être sûr que les gens ne sont pas off-side puis que justement l'AMF ne vienne pas cogner chez eux parce que c'est très sérieux puis il y a une immense responsabilité quand tu lèves des capitaux des gens. Mais l'ingénierie financière vient englober l'entièreté de ça. Puis le but, c'est quoi? C'est d'être capable de comprendre vraiment c'est quoi tu fais comme investisseur immobilier. T'sais, comment tu les prends tes décisions. Puis avant tout, il faut que, ça c'est l'erreur de 99% du monde qui commence ou qui font l'investissement, avant tout, là, ton travail comme investisseur, c'est de penser au risque, puis de gérer ton risque. On ne peut pas éliminer les risques, mais on peut tenter de les gérer du mieux qu'on peut. Puis après ça, de comprendre c'est quoi les autres leviers de l'autre bord pour générer des rendements, des profits, pour te sortir des fois d'une mauvaise situation. Parce que comme on disait en début de parcours, tu vas en vivre. Tu peux être le meilleur investisseur au monde, là, tu vas vivre des mauvaises situations. C'est ça. It's part of the game. Part of the game. Où est-ce que tu te vois dans 10, 15, 20 ans? Ton long shot game, là, avec où est-ce que tu es rendu? Parce que là, on s'entend, il y a rapidement, c'est quoi c'est 4 différents types d'investisseurs? Oui, grosso modo. Ouais. Peux-tu les dire rapidement? Oui, mais sans trop rentrer dans les détails. Tu as essentiellement l'investisseur. Ben, pour le simplifier, là, selon moi, il y a l'investisseur passif. OK. Il y a
le propriétaire de bloc, puis il y a l'immopreneur. Oui. Tu sais, Ouais, c'est ça, c'est 3. C'est comme les 3 grandes familles, là, tu sais, on pourrait les défaire encore plus. Hein. Mais je te dirais, tu sais, je pense beaucoup en termes de... Pour moi, long terme, c'est plus 25 ans. Dans 25 ans, je vais avoir 65 ans. Je te dirais, je vais certainement encore être développeur immobilier. Je vais certainement encore enseigner aussi, parce que les deux choses me passionnent. Probablement à un autre scale, c'est clair. Je suis pas du genre qui va arrêter. Je suis du genre qui est en quête de voir jusqu'où je peux aller dans ma vie au niveau de ma croissance. Tout à fait. Puis de l'impact puis de l'effet que je suis capable d'avoir. Je pense que dans 25 ans, je vais définitivement compléter ma mission à Sherbrooke, à travers notre entreprise Fierbrook. Fierbrook? Oui, Nice. Ramener la fierté à Sherbrooke, surtout au centre-ville. Puis, probablement que je vais reproduire le modèle, mais peut-être dans d'autres villes ou à un plus grand scale géographique. Ou je me verrais peut-être comme devenir un genre de fonds que je vais aller essayer de trouver d'autres investisseurs comme moi dans des villes spécifiques puis venir les supporter avec tout ce que nous, on a appris en faisant ce qu'on va avoir fait à Sherbrooke puis avec les capitaux qu'on va avoir générés pour reproduire ça à plus grande échelle. Tu sais. Je pense que ça va être pas mal ça que je vais faire dans 25 ans. Tu risques de grossir ou de sortir de ton buy box? Oui, exact. Définitivement. Ouais, définitivement. Ouais. Je pense que je pense que Sherbrooke, on a un bon 10 ans de travail devant nous, là, peut-être 10-15 ans, dépendamment comment que les choses vont. Là. Mais ça reste que c'est pas une si grande ville que ça, Sherbrooke. Aussi, quand même. Là. 200, l'agglomération est d'à peu près 230 000 personnes. On approche, là, on va être à peu près à 60 propriétés qu'on détient dans pas long. Ça fait juste 5 ans qu'on est là. 60 propriétés, ça équivaut pour combien de portes environ? On est développeur, fait qu'on n'a pas tant de portes que ça, à peu près 350, mais avec ce qu'on a à construire, ce qu'on détient déjà, on devrait finir à peu près à 2500 logements si on ne fait plus jamais aucune acquisition, si on ne fait plus jamais aucun changement de zonage. Déjà, c'est quand même un gros morceau. Vraiment. Mais comme je dis, il y a un bon 10-15 ans de travail devant pour le faire. Pour développer le tout, construire. Mais est-ce que dans 15 ans, avec 2500 de logements, 3000, 3500, peut-être 5000 logements qu'on va avoir amenés à ce marché-là, certainement, il y a quand même une limite aussi, puis il y a une limite de risque. Est-ce que, c'est sûr que je pense aussi de faire comment, t'as peur? 100%. 5000 logements à Sherbrooke ou 3000 logements à Sherbrooke, il faut que tu commences à aller ailleurs aussi. Là. Puis l'effet qu'on va surtout, parce que c'est pas en termes de porte, c'est pas ça l'objectif, l'effet qu'on veut avoir sur le centre-ville, sur cette ville-là en général, elle devrait être pas mal atteinte rendue là. Fait que j'aimerais ça voir si je peux aller le reproduire ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et sincèrement, Nick, je pourrais te garder ici là, pendant une semaine. On a fait un épisode complet, avant l'épisode. En plus, le monde le savent même pas. Mais sincèrement, belle continuité. Merci, continue Chris. ta belle lancée, sincèrement. Puis j'adore la personne que j'ai devant moi. Fait que continue, man. Merci, Chris, c'est un plaisir, vraiment. Là, je reviens à Laval pour toi n'importe quand. Let's go, let's go. Thanks. Vous savez, j'aimerais extrêmement avoir un bouton pour pouvoir l'écraser à chaque fois qu'il y avait des pépites d'or que Nikolai nous partageait. Sincèrement, là, on voit l'expérience, on voit le niveau de sophistication, on voit sa transparence, son authenticité. Sincèrement, je connais aucunement Nikolai, à part de l'avoir vu sur un stage, à part de l'avoir vu en vidéo, dans ses bootcamps. Puis sincèrement, la personne m'a impressionné. Sa profondeur, ses propos, sa façon de penser, son mindset, sincèrement, wow! Vous, dites-moi dans les commentaires quelle partie vous avez retenue. Ou qu'est-ce qui a le plus vibré avec vous? Quelle pépite d'or, quel conseil, quelle stratégie, quelle histoire, quelle façon de penser qui vous a le plus résonné? Parce que vous le savez, la vidéo n'est pas terminée. Au contraire, ça se continue dans les commentaires plus bas. Alors, dites-moi, laissez-moi un message sur qu'est-ce que vous avez trouvé. Ou sinon, pour faire encore plus simple, si vous avez aimé ce genre de contenu, si vous aimez les invités que je vous amène, sincèrement, écrivez dans les commentaires #immobilier101.
Oui, je répète, écrivez hashtag immobilier 101. Ça veut dire, je vais comprendre que vous aimez qu'est-ce que je fais, que vous aimez les invités. Mais si vous voulez faire le kilomètre de plus pour me remercier, pour me montrer que je fais du bon travail, pour me démontrer que vous aimez l'effort et la valeur que je suis capable de vous amener, mais aussi mes invités, surtout mes invités, regardez, c'est simple. Abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à ma chaîne parce que c'est de la meilleure façon que je puisse justement créer un impact, rejoindre le plus de personnes possible et que justement, inévitablement, que l'algorithme de YouTube va me proposer au plus de personnes possible. Regardez, pendant que vous êtes là, aimez cette vidéo-là, partagez-la. Encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si vous désirez avoir d'autres entrevues encore plus autant intéressantes que celle-ci, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.